Bien, merci beaucoup. Je voudrais déjà commencer par remercier notre ami Clément de m'avoir proposé de vous parler de la photonique bio-inspirée. Voilà, donc voilà le plan de mon... voilà le plan de mon exposé. Donc déjà, je vais essayer de vous situer, mais vraiment très rapidement, la photonique. Qu'est-ce que c'est depuis quand la situer dans le temps et dans l'espace. Ensuite, on essaiera de tirer les grandes leçons de la nature, celles qu'on doit retenir, il y en a beaucoup, mais celles qu'on doit retenir pour faire de la bio-inspiration. Et puis ensuite, on verra certaines fonctions de ces structures photoniques dans la nature, donc jouer avec les couleurs, ce qu'on appelle la X-chromie, X étant la contrainte, donc l'hygrochromie avec un O ici, la thermochromie, la goniochromie, enfin toutes ces choses-là, des effets très spectaculaires sur la transparence et les anti-reflets. Ça peut être intéressant d'être transparent, mais pas toujours, ça pose des problèmes, on verra lesquels. Et puis enfin, une deuxième grande partie avec les sources lumineuses qu'on trouve chez les insectes, la bioluminescence et la fluorescence. Et je terminerai par des petites conclusions sur la bio-inspiration et des conclusions plus générales sur cette approche bio-inspirée. Voilà. Donc déjà, on va commencer par situer la photonique. Alors, on va dire que l'inventeur de la photonique, celui qui a instauré le concept de cristal photonique, c'est Elie Jablonovitch, vous voyez, dans les années 90. Alors, bon, est-ce l'inventeur? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est que vous avez également Setonia Orata qui est là et qui a découvert la même chose au début du Jurassique. C'est-à-dire que dans les fossiles de Setonia Orata qu'on trouve encore aujourd'hui, on retrouve ces fameux cristaux photoniques inventés par Jablonovitch quelques 200 millions d'années plus tard. Voilà pour situer la photonique dans le temps. Si on veut la situer dans l'espace maintenant, de quoi on va parler? Alors, j'ai cherché la plus grande structure possible chez un papillon, chez un insecte. Alors, je crois que le plus grand, c'est vraiment ça. Donc, c'est ce sphinx qui s'appelle Cocytus cluentus, dont la trompe déployée mesure 28 cm de long. Alors, ce n'est pas notre sujet ici. Ceci dit, on pourrait s'intéresser sur la façon dont un nectar arrive jusqu'à la bouche dans un tube si long et extrêmement fin. Donc, il y a de la microfluidique là-dedans et sûrement des choses à apprendre. Mais néanmoins, ce n'est pas à cette échelle-là qui va nous intéresser. Nous, l'échelle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on va aller voir à l'interface entre le monde extérieur qui a des variations de température, de pression, des polluants, etc., et l'intérieur du corps qui doit être stabilisé sans polluants avec des pH qui varient peu ou pas, des températures qui varient peu ou pas, etc. Et donc évidemment, les structures photoniques sont là à la frontière entre les deux et c'est elles qui vont permettre de gérer ces transferts entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, ici, vous avez une vue d'une écaille de sphinx, cette magnifique dentelle. Alors, vous avez l'échelle ici, la distance entre deux stries, c'est le micron à peu près. Et donc, les structures photoniques sont ici à l'intérieur à des échelles de l'ordre du nanomètre, de la centaine de nanomètres, pardon. Voilà. Donc ici, encore une fois, entre la plus grande structure et celles qui vont nous intéresser, vous avez un saut d'un facteur 10 000 à peu près. Voilà. Alors, donc, l'invention du cristal photonique, une autre illustration. Donc, je vous ai montré ici un des premiers qui a été fabriqué par Jablonovitch. Donc, c'est un cristal tridimensionnel où il a fait des trous comme ça dans un matériau avec des espèces de mèches à 45 degrés dans toutes les directions de l'espace, et ça donne cette chose-là. Et vous retrouvez pratiquement la même dans ce longicorne ici, où vous avez un cristal photonique de toute beauté, d'une très grande régularité. Et avec l'échelle ici qui est la centaine de nanomètres. Voilà, donc ça c'est typiquement des choses, c'est avec ça qu'on fera de la photonique, c'est des choses qu'on ne sait pratiquement pas faire, mais qu'on trouve en abondance dans la nature, en fait il y en a partout, simplement il faut aller les chercher aux bons endroits. Voilà. Alors la photonique, en quoi ça consiste? Bon, c'est à l'optique ce que l'électronique est à l'électricité. C'est-à-dire que vous avez un phénomène et puis ensuite il faut l'utiliser.
Et donc, clairement, la photonique, ça sert à manipuler, à créer de la lumière et à la manipuler. Donc, la manipuler, c'est en faire un ordinateur, par exemple, c'est en faire des sources lumineuses comme des LED ou des choses comme ça. Donc, ça sert à créer des sources lumineuses, quantiques, donc des LED, des sources de photons uniques, des sources de photons appariés, des choses comme cela. Donc vous avez les LED ici qui commencent à envahir nos habitations. Ça sert à manipuler la lumière, c'est-à-dire la faire tourner, la bloquer, la confiner dans une cavité, des choses comme ça. Donc ici, vous avez un magnifique guide d'onde, mais vous voyez que vous arrivez à faire tourner la lumière sur 100 nanomètres, c'est toute la difficulté de la chose. Vous avez une cavité optique ici, vous voyez que la lumière reste confinée à l'intérieur de ce petit volume qui lui aussi fait qui fait en gros un micron de haut en bas. Voilà, donc c'est ça la photonique, c'est créer ce genre d'objet périodique avec des pas de l'ordre de la centaine de nanomètres et qui permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut avec la lumière. Alors un tout petit peu de physique quand même, mais ça n'ira pas très loin, simplement pour vous montrer la différence entre propager de la lumière dans un milieu homogène ou propager de la lumière dans un milieu périodique. Alors, une bonne chose pour voir comment la lumière se propage dans un matériau comme celui-ci, qui est parfaitement homogène, caractérisé par son indice petit n, c'est de trouver une relation, qu'on appelle les relations de dispersion, entre l'énergie de la lumière qui va se balader là-dedans et sa quantité de mouvement. Quantité de mouvement, donc on sent là-dedans qu'il va y avoir, c'est le truc qui se propage. Hein. Et il y a une relation là-dedans, alors elle est très simple à trouver dans le cas d'un milieu homogène, vous avez ces deux équations-là, et de ces deux équations-là, il faut tirer une relation entre ça et ça, c'est très facile. Ça ressemble à ça, c'est une pente, c'est une droite de pente, on appelle ça la droite de lumière, dont la pente vous donne la vitesse de propagation. Donc vous voyez que dans un matériau comme ça, caractérisé par un indice n, si tant est que cet n ne varie pas avec la longueur d'onde, eh bien la lumière se propage à vitesse constante, quelle que soit son énergie, c'est-à-dire quelle que soit sa fréquence, elle va se balader là-dedans. Sans subir aucun désagrément. Quand vous structurez la matière, là, les choses se gâtent. Là, on peut reprendre l'analogie qui plaisait beaucoup à Jacques Livage de la musique. Quand la matière est structurée, c'est intéressant de se souvenir quand même qu'il est fatigué, le laser, là, non, je crois. Je crois, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ou genre celui-ci. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça n'ira pas. Donc, la lumière est structurée, c'est-à-dire qu'elle est périodique. Et puis, la lumière aussi, c'est une onde, donc elle est périodique. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. On sait que côté lumière, eh bien, c'est une grandeur duale, la lumière, c'est-à-dire qu'elle a un aspect ondulatoire que voilà, et elle a un aspect particulaire. Qui est là. Et on est tellement habitué à ça que pourquoi ne pas faire la même chose ici? C'est-à-dire que cet objet périodique, pourquoi lui aussi ne pas le représenter par une particule? Et à ce moment-là, l'interaction entre ça et ça devient uniquement une histoire de choc entre deux particules, celle-ci, celle-là, et vous rentrez dans des domaines qu'on connaît bien. Un choc, ça conserve la quantité de mouvement, ça conserve l'énergie. Et donc tout échange entre cet objet et celui-ci se fera par échange d'une certaine quantité de mouvement. Les échanges sont quantifiés, c'est-à-dire que si vous avez une certaine quantité de mouvement qui rentre là-dedans, ça c'est la lumière, eh bien, celle qui va ressortir derrière, eh bien, ce sera celle qui est rentrée plus ou moins un certain nombre de fois la quantité de mouvement de cette particule-là. Donc tout échange avec une matière structurée se fait par échange de quantité de mouvement quantifiée. Alors, je n'en dirai pas plus, simplement si je regarde maintenant ma fameuse droite de lumière, eh bien, je m'aperçois que chaque fois que la quantité de mouvement de la lumière est égale à la quantité de mouvement de ma particule, matière cette fois-ci, eh bien la droite de lumière s'ouvre. Il n'y a plus de solution ici. Ici, il n'y a plus de solution et ça continue comme ça. Plus de solution, ça veut simplement dire que la lumière qui serait à cette fréquence-là, autrement dit cette couleur-là, eh bien, elle ne se propagera pas dans le milieu, elle n'a pas le droit de rentrer dedans, donc elle va être réfléchie. Si jamais ces gaps, comme on dit, ces bandes interdites sont dans le visible, eh bien ça va vous créer les effets colorés de la matière structurée. Donc une onde à ces fréquences-là ne peut se propager, elle est réfléchie. Si tant est qu'ici je sois dans le visible, eh bien ça va créer la couleur. Voilà. Donc pour illustrer tout ça, un petit montage, vous avez
une lumière blanche ici, donc, dont voici le spectre. Vous avez les bandes interdites qui sont là et là, dans toute la gamme des fréquences possibles. Et puis, quand cette lumière arrive dessus, eh bien, ce qui tombe dans les bandes permises se propage, et ce qui tombe dans les bandes interdites est réfléchi. Et ça vous donne la couleur de l'objet. Voilà. En physique, je n'en dirai pas plus. Ça suffit largement pour comprendre comment la matière, comment la nature a développé des structures photoniques pour créer de la couleur. Alors, maintenant, on se penche sur la nature et on essaie de se dire, bon voilà, ce papillon a une structure monstrueusement complexe qu'on va voir tout de suite après, et on peut vraiment se demander pourquoi avoir fait si compliqué. Donc on observe comment ça marche tout ça, on regarde les papillons, on regarde les mâles, les femelles qui se trouvent ou qui ne se trouvent pas. Des choses comme ça, et il y a des grandes leçons qui émergent. La première d'abord, c'est la multifonctionnalité. Clément en a parlé tout à l'heure. Les systèmes biologiques sont toujours multifonctionnels. La nature ne se paye pas le luxe de développer une structure complexe. Ça coûte en énergie, ça coûte en molécules, ça coûte en matériel. Et donc les structures sont multifonctionnelles. L'autre grande leçon, c'est le nombre d'éléments chimiques qui sont utilisés dans les structures photoniques, dans les structures naturelles, pardon, il y en a extrêmement peu. On va les voir tout à l'heure. Et voilà, vous devez faire énormément de choses avec 3 fois rien. Et en fait, la seule solution, c'est le désordre et la complexité. Une structure, pour être multifonctionnelle, doit être complexe. Il n'y a pas de structure simple multifonctionnelle. Voilà. Alors, on peut illustrer tout ça de la façon suivante. Alors, question toute bête, une aile de papillon, à quoi ça sert? Alors, on va évacuer le fait qu'éventuellement, ça puisse aider à voler. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le rôle d'une aile de papillon, c'est un papillon comme celui-ci, par exemple, c'est un mâle, ça a son importance, c'est déjà de faire de la couleur. Donc les morphos, ce morpho-là, par exemple, il crée une couleur, et cette couleur, donc, elle est iridescente, on verra à quoi ça sert, c'est une couleur qui varie, et c'est clairement un outil de communication avec intraspécifique, c'est-à-dire entre mâles et femelles, ou interspécifique vis-à-vis de prédateurs, ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est vital pour l'animal. L'hydrophobie, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà une vue de microscopie d'une goutte d'eau sur une aile de morpho. On voit les écailles ici, donc difficile de mesurer l'angle là, mais vu la forme de la goutte, on est clairement dans un système ultra hydrophobe, super hydrophobe, pardon. Fondamental pour un papillon qui vit en Amazonie, c'est saturé d'eau, 100% d'humidité tout le temps, et ces papillons-là sont toujours secs. Quand on attrape un morpho, il est sec. Et c'est indispensable, si les ailes sont mouillées, les ailes se collent et le papillon, en gros, ne peut pas voler et il meurt dans la journée, très clairement. Donc fondamental, et puis accessoirement, les ailes sont propres, ça assure aussi l'auto-nettoyage. Et puis enfin, dernier aspect, donc ces aspects-là, je ne les aborderai pas, ils seront traités dans d'autres leçons. La dernière, c'est tout ce qui concerne l'absorption de l'énergie solaire. Les papillons sont des animaux à sang froid, comme on disait dans le temps. Maintenant, on dit poikilothermique, mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne se chauffent pas tout seuls et une partie de leur énergie vitale doit être captée par l'énergie solaire. Ce qui est dangereux parce qu'ils sont comme nous, ils sont bien à 37 degrés quand ils volent. Voilà. En dessous, ce n'est pas trop grave, ils ne bougent plus trop. Au-dessus, ils meurent. Donc en fait, comment empêcher la température? Vous êtes exposé au soleil, comment empêcher le capteur solaire de dépasser une certaine température qui est de l'ordre de 40 à 45 degrés? Alors vous voyez déjà que là, on sent des choses qui seraient monstrueusement intéressantes pour nous. Nos capteurs photothermiques à nous, sont détruits par le fait qu'ils sont sans cesse, ils atteignent des températures, dès qu'on coupe la circulation d'eau, les capteurs chauffent, et après ils refroidissent, ils chauffent, ils refroidissent, et c'est ça qui casse nos capteurs. Donc si on arrivait à implanter un système de ce genre dans nos capteurs, c'est-à-dire que dès qu'ils sont trop chauds, ils arrêtent de chauffer, quel que soit le soleil qui tomberait dessus, bien, ce serait absolument extraordinaire. Et vous voyez que tout ça est vital. On ne peut pas dire qu'il y a une fonction qui est plus importante que l'autre, tout ça doit être optimisé.
Voilà, donc la multifonctionnalité, la pauvreté en éléments, eh bien, si vous regardez une aile, je parle des éléments structuraux, là je ne parle pas de toutes les molécules et atomes qu'on peut trouver dans la lymphe, dans des choses comme ça, je parle dans ce qui construit une écaille, par exemple. Ben, en gros, vous avez les matériaux organiques classiques, hydrogène, carbone, azote, oxygène. Vous avez éventuellement de la silice dans les diatomées, et puis vous avez du calcium dans tous les coquillages et coccolithes de ce genre. Et puis en gros, c'est tout. Voilà. Donc la nature, elle doit tout faire avec ça. Alors, c'est des éléments importants, ça tombe bien, il y en a beaucoup, fort heureusement. Mais vous voyez, il n'y a pas de métaux, pas de semi-conducteurs, pas de terres rares, rien de tout ça. Voilà. Alors, on parlait multi-échelle, ben voilà l'échelle, voilà une échelle d'une aile de papillon. C'est un morpho encore, mais vous la retrouverez chez tous les insectes. Hein. Donc, c'est quelque chose qui s'étale. J'aurais pu mettre une échelle de taille ici, mais enfin, vous l'avez. Ça part des molécules dans les pigments ici qui se mesurent en angström, et puis vous arrivez à l'aile entière qui se mesure en centimètres ou plusieurs centimètres. Et vous avez toute cette échelle-ci, donc on va partir du bas, donc l'aile macroscopique, le truc d'1 centimètre qui va battre, qui est recouverte par différents types d'écailles. Bon, je ne rentrerai pas trop dans ces détails-là, mais il y a des écailles fonctionnelles qui n'ont pas le même rôle. Sur chacune de ces écailles, vous trouvez des réseaux de stries ici. Chacun de ces stries, on le verra quand même plus en détail sur un morpho, chacune de ces stries est composée d'un empilement de couches minces, et puis à l'intérieur de tout ça, vous avez les pigments. Voilà. Et alors, on parlait, voilà, la multifonctionnalité, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, les phénomènes physiques ou physico-chimiques qui interviennent là-dedans, en fait, eux aussi, ils ont des tailles caractéristiques. Et donc, en faisant du multi-échelle, eh bien, vous avez chaque fois quelques échelons de cette échelle qui sont dédiés à certaines propriétés. Donc la mécanique, c'est des choses qui se passent plutôt à grande échelle. L'hydrophobie, c'est là. L'hydrophobie qui est des structures à 1 nanomètre, elle n'en a rien à faire. Vous voyez ce genre de choses. La couleur, ça se passe typiquement aux alentours de la longueur d'onde, hein, c'est-à-dire entre 10 microns, 300 nanos. Propriété thermique, il y a de l'absorption et des pièges à lumière, ça se passe par là. Voilà. Et on parlait de désordre aussi. Vous voyez que ces structures sont fort belles, mais elles ne sont pas complètement ordonnées. Elles sont désordonnées, mais pas trop quand même. Et en fait, c'est le désordre qui fait le lien, si vous voulez. La grande difficulté, c'est des choses que nos ingénieurs connaissent bien. Comment optimiser un système multifonctionnel est très dur à optimiser. Parce qu'on sait optimiser une fonction. Moi, je suis opticien, donc je vous prends l'optique, j'optimise les couleurs ici. Je vous en fais des couleurs magnifiques. Mais faisant ça, je vais perdre peut-être en hydrophobie, peut-être en mécanique, etc. Donc en fait, la difficulté, c'est de réussir à trouver un équilibre dans lequel aucune des fonctions n'écrase les autres. Voilà. Et bien, la nature fait ça, et ce qu'il faut, c'est un peu de désordre dans tout ça, ça fait du bien. Donc le rôle du désordre dans la vie est quelque chose d'assez fondamental et de fort sympathique, ma foi. Voilà, je vais passer aux fonctions optiques maintenant, donc on va commencer à jouer avec les couleurs. Donc ça, j'aime beaucoup cet exemple-là. Tout ça sont des morphos d'une même espèce. Donc vous avez le mâle ici qui est bleu, et il a des femelles multiformes. Donc tout ça sont des femelles de morphos. Celles-ci sont les plus classiques. En général, les femelles sont pigmentaires alors que les mâles sont structuraux. Mais vous voyez qu'il y a tout un distinguo. Celle-ci est structurale sur les antérieures, pas sur les postérieures, et celle-ci est structurale un peu partout. Ils arrivent fort bien à se reconnaître et ils s'en tirent assez bien avec tout ça. Donc commençons avec la X-chromie, et je vais commencer par l'hygrochromie active. Donc l'hygrochromie active, ça veut dire que les insectes sont capables de changer de couleur en fonction, alors de façon active ou passive. Donc ici, je vais vous montrer un exemple d'actif. Ça veut dire que c'est un actif, ça ne veut pas dire que l'insecte décide de le faire, ça veut dire que ça ne dépend pas du milieu extérieur, c'est probablement un réflexe. Hein. Donc c'est quelque chose qui se passe chez Charidotella egregia, c'est un petit casside, et vous avez son état stable ici, il est plutôt doré, c'est des interférences lumineuses, et quand il est dans l'état excité, il est rouge vif comme ça. Alors, je vais vous montrer ce film que l'on doit à Jean-Paul Vigneron, où il avait ramené ces petites bêtes-là à Namur, ce qui est totalement interdit, bien sûr. Et on avait réussi à les garder en vie pendant quelques temps et de pouvoir faire ce film. Donc là, on a
Si ça marche, oui, ça marche. On a simulé, ça va vous donner la dynamique de la chose. Hein. Donc c'est censé simuler une attaque d'oiseau. Donc voilà l'oiseau qui va apparaître par là. Donc on le titille un peu. Ce pauvre insecte, on appuie bien quand même, là je vois. Et puis, maintenant, ça prend moins d'1 minute, heureusement. Et vous allez voir qu'il va commencer à rougir en partant du centre ici, et tout autour des élytres là, par la borne. Voilà, donc il rougit. Ça prend un peu de temps, donc ceci dit, ça pose une vraie question de l'intérêt de cette chose-là. C'est-à-dire que si l'oiseau l'a déjà avalé, ça ne sert à rien. Donc il est très probable que l'effet coloré ici soit un effet secondaire, en fait. Il se passe autre chose là-dedans. Connaissant les coléoptères, ça peut tout à fait être des acides ou des toxiques. Hein. Je vous montrerai un exemple. Il y a des coléoptères qu'on appelle des bombardiers qui vous éjectent des acides monstrueusement puissants. Et voilà, il commence à prendre sa belle couleur bien rouge. Voilà. Donc vous voyez, ça prend une petite minute pour qu'il devienne tout rouge. Alors vous avez ici une vue d'un bombardier. Il vous éjecte de l'acide ici, qui très curieusement d'ailleurs n'abîme pas trop ses pattes, alors que nous-mêmes, si on les prend, c'est monstrueusement douloureux. C'est des acides monstrueusement forts. Un cas d'hygrochromie passive, donc celui-ci. Alors j'ai amené, je ne vais pas faire les expériences là devant nous, ça prendrait peut-être un peu trop de temps, mais les insectes sont là et tout ce qu'il faut pour les faire. Donc à la fin, si on veut venir expérimenter, vous verrez. Donc le Dynastercule, c'est ce très gros coléoptère que vous voyez là, le très gros qui est à gauche dans la boîte ici. Et la cuticule est faite ainsi, c'est un système de multicouches avec des piliers au centre là. Et alors là aussi, lui, selon l'humidité, vous voyez, ici, on a mouillé l'élytre à droite et puis on a laissé sèche l'élytre à gauche. Et vous voyez la différence d'aspect. Donc il noircit à l'humidité. Alors ce qui se passe ici est assez simple. Vous en avez une illustration ici. Dans l'état sec ici, ces couches minces font un phénomène interférentiel et réfléchissent cette lumière vaguement dans le jaune. Et ça veut surtout dire que la lumière ne va pas jusqu'à la couche de pigment qui est dans le fond de la cuticule ici. Et que alors quand c'est mouillé, vous avez l'eau qui prend la place des alvéoles ici. L'eau a un indice qui est extrêmement proche de l'indice de la chitine là. Et donc en gros, le matériau devient transparent et quand vous enlevez de la lumière là-dessus, elle pénètre jusqu'au pigment ici où elle est absorbée. Encore une fois, intérêt pour l'animal pas évident du tout. Des hypothèses. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il absorbe mieux l'énergie solaire quand il est comme ça. Donc, il pourrait y avoir des liens de ce côté-là, mais c'est absolument pas confirmé. Voilà. Des insectes thermochromes. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est plutôt rare. Hein. Objectivement, c'est plutôt rare. Ça se trouve chez cette petite sauterelle australienne, qui est de ce magnifique bleu quand elle est chaude et qui devient noire quand elle est au froid. Donc vous voyez ici, on l'a posée sur un glaçon, donc effectivement elle a noirci presque instantanément. Hein. Là par contre ça va très vite. Là l'effet est très clair, c'est clairement absorber l'énergie solaire ici et puis moins ici. Alors ce qui se passe, c'est que dans la cuticule ici, vous avez un certain nombre d'inclusions, des grosses, des petites, et que quand il fait chaud, les petites viennent s'accumuler à la surface ici, et l'état le plus stable est clairement de se mettre en quinconce comme ça, c'est-à-dire faire un vrai cristal photonique, et c'est à la bonne taille pour faire le bleu. Et quand ça refroidit, tout ça se mélange, ça fait un milieu effectif qui ne diffuse pratiquement plus la lumière, et la lumière passe à travers, et vous avez des couches pigmentaires dans le fond ici. Voilà donc des insectes thermochromes. J'en arrive à la goniochromie. Donc goniochromie, c'est savant pour dire en fait de l'iridescence, c'est-à-dire des couleurs qui vont varier avec l'angle d'incidence ou l'angle d'observation. Alors, cet effet est créé par des structures cristallines, et des structures cristallines, on peut les mettre en grandes catégories selon le nombre de dimensions dans l'espace où la période se développe. Donc dans des empilements de couches minces, ça se développe dans ce sens-là. Ici, dans une structure à 2 dimensions, vous avez une périodicité gauche-droite, une périodicité d'avant en arrière, et puis dans le 3D ici. Donc toutes ces structures-là, vous les retrouvez dans la nature.
Et en voici quelques exemples. La plus classique en 1D, alors le 1D est très courant dans la nature parce que c'est presque un processus de croissance d'un organisme. Ajouter les couches les unes sur les autres, les arbres font ça, nous on fait ça, nos cheveux font ça, enfin, tout le monde fait ça. Donc on trouve beaucoup de couches à une dimension. Donc chez ce magnifique Urania d'Amazonie. Donc voici les écailles. Hein, je vous disais que ça avait souvent deux types d'écailles. Vous avez ici des écailles qu'on appelle des écailles de fond, et ici les écailles de recouvrement, c'est celles qui sont à l'extérieur de l'aile. Et quand on regarde comment c'est fait à l'intérieur, donc en voilà une qu'on a coupée ici transversalement, et vous voyez l'empilement de couches ici. Alors il n'y a pas l'échelle, vous avez l'échelle ici, mais ici chaque couche fait 100 nanomètres, ce qui est tout à fait bien pour faire le verre qu'on a vu. Voilà, donc ça c'est typiquement une écaille, hein. Il y a souvent une structure extérieure comme ça, c'est là où il y a de la photonique. Puis en dessous c'est un magnifique isolant en général, un isolant thermique. Voilà. Alors quelques exemples, structure à une dimension, les interférences. Donc toutes ces structures-là créent des phénomènes que historiquement on a appelés les interférences, qu'on a appelé la diffraction par un réseau. En fait, tout ça, ça peut se rentrer dans un seul concept qui est de la diffraction, et les interférences étant une forme spécifique de diffraction. Donc quelques exemples. Les effets produits, c'est très classique. Hein, voilà, vous avez ce magnifique papillon. Qui doit être un papilio blumoi qui vient d'Asie, celui. Et vous le voyez ici en incidence normale, et quand vous le regardez en incidence rasante, eh bien, vous avez un shift des couleurs vers le bleu qui est vraiment la signature des phénomènes interférentiels de couches minces. Un shift bleu systématique. Vous avez un autre bel exemple ici, d'iridescence sur une surface convexe. Donc ça, c'est un élytre de coléoptère, et vous voyez cette magnifique évolution des couleurs du haut vers le bas. Avec l'angle. Alors les phénomènes sont bien connus. Une des façons de les expliquer, c'est ce montage qui n'est pas très satisfaisant d'un point de vue physique, mais enfin qui montre bien les choses. Quand vous avez une onde qui arrive là-dessus, eh ben, il y en a une partie qui réfléchit sur la face avant, l'autre qui passe par derrière et qui réfléchit là. Et il suffit de regarder ce qui leur arrive quand elles sont là. Si elles sont en phase, eh bien, vous allez les voir. Si elles sont en opposition de phase, elles ne sortent pas et vous ne les voyez pas. Donc ce phénomène-là, vous voyez qu'il va clairement dépendre de l'épaisseur ici. Ça, vous voyez que tout se passe, c'est la différence de trajet entre cette onde-là et celle-ci. Donc ça va dépendre de l'épaisseur, de l'angle et des choses comme ça. Et donc c'est une formule toute simple qui vous explique ceci. Donc si vous les voyez en phase, vous les voyez. S'ils sont en opposition de phase, vous ne les voyez pas. Après, vous pouvez avoir des structures à une dimension encore, cette fois-ci de type réseau. Alors le réseau, on va en parler tout à l'heure. Le réseau, c'est des traits comme ça. Alors là, il faut avoir l'œil exercé, comme l'avait notre ami Jean-Paul Vigneron, pour voir que ces couleurs-là ne peuvent pas être des couleurs interférentielles. Alors ça, c'est la question à chair. Comment peut-on savoir ça? Alors il faut regarder juste ça. Le bleu est moins diffracté que le rouge. Et si c'était des interférences, le rouge serait ici et le bleu serait là. Donc en fait, le serpent, c'est un boa arc-en-ciel. Un magnifique serpent qui a développé des structures aussi bien. En général, les serpents ont toujours des structures sur la face ventrale parce que c'est avec ça. Ça ne sert pas à faire de la couleur, ça sert à s'agripper, à avoir des contacts avec le support. Mais comme lui, il vit dans les arbres, il peut avoir besoin de contacts aussi bien dessous que dessus. Il a développé ce genre de structure. Voilà. Si on revient chez les insectes, vous avez un magnifique exemple sur ce Morpho Eugenia. Très joli petit papillon, des écailles absolument extraordinaires, les écailles de fond ici qui font la couleur, des écailles de recouvrement qui sont plutôt transparentes. Et quand on regarde la microstructure de ces choses-là, vous voyez un réseau de traits presque parfait avec de ci, de là, quelques petits pores, parce que une aile, ça respire, il y a des choses qui rentrent, il y a des gaz qui rentrent, qui sortent, il y a des choses comme ça. Voilà. Alors, il y a deux types de réseaux. Donc, un réseau, c'est tout bêtement une série de traits parallèles les uns aux autres. Alors, il y en a qui fonctionnent en réflexion, c'est-à-dire que ces petits objets-là sont des miroirs, par exemple. Et il y en a qui fonctionnent en transmission, c'est-à-dire que ces petits objets-là sont des fentes. Mais les principes
optiques sont exactement les mêmes. Encore une fois, on peut les regarder avec ce petit jeu d'ondes. Vous envoyez des ondes là-dessus, elles se réfléchissent, elles vont se réfléchir, voilà, elles se réfléchissent et elles repartent là. Et quand elles sont là, vous regardez si, arrivées là, elles sont en phase ou en opposition de phase. Et qu'elles soient en phase ou opposition de phase, ça va dépendre du pas ici, du réseau, et puis ça va dépendre de l'angle d'incidence ici. Voilà, donc ça, c'est des phénomènes bien classiques. Je passe aux structures à 2 dimensions, qu'on appelle, c'est un phénomène diffractif, on trouve encore ça chez les morphos. Donc voilà le multi-échelle qu'on a revu tout à l'heure, donc les écailles des morphos. La première dimension, c'est les stries sur chacune de ces écailles, et la deuxième dimension de périodicité, c'est l'empilement de couches à l'intérieur de chacune des stries. Donc là, vous voyez, d'un point de vue optique, c'est un peu compliqué. Vous avez cet empilement de couches qui va faire des interférences, comme on disait, et puis les stries qui vont faire de la diffraction. Donc c'est un effet combiné de stries et de couches minces, mais c'est un cristal à 2 dimensions, tout simplement. Vous avez les mêmes choses vues en coupe ici. Vous voyez les stries, l'empilement des stries. Alors ça fait des très beaux effets colorés, un peu complexes, puisque c'est un mélange de ces 2 effets, ça vous fait des effets assez colorés. Donc voilà le papillon en incidence normale, et puis là on commence à faire tourner la lumière tout autour, et vous voyez tous les différents aspects que peut prendre l'aile du papillon. Alors il faut quand même s'imaginer que quand il vole, la femelle qui voit passer ça voit défiler toutes ces couleurs-là, les unes après les autres, puisque forcément, à un moment ou à un autre, il sera éclairé comme ça. Donc le message coloré, ici, on sent qu'il va être complexe, mais bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors, là, je vais vous montrer quelque chose d'un peu surprenant, parce que tout ce que je vous ai montré là, c'est un organisme qui a développé une structure qui est fixe. Je veux dire, il n'y a plus rien ne bouge là-dedans, à part l'aile, mais la structure, la nanostructure, elle est figée, ça ne bouge plus, elle est comme ça. Eh bien, il existe des cas d'iridescence collective. Alors, iridescence collective, ça veut simplement dire que c'est créé, chaque organisme pris individuellement n'est pas iridescent, mais simplement ils se groupent ensemble pour créer une iridescence. Donc ça se trouve chez des bactéries marines, que voilà. Alors vous voyez les effets, c'est pas rien, c'est pas un petit effet minable dans un coin, c'est un effet extrêmement voyant. Qui a été assez bien analysé. Alors voilà un petit film, donc ça c'est une colonie de bactéries, c'est vrai que c'est pas très net par ici, mais enfin bon, c'est une colonie de bactéries marines, et puis on les a suivis. Alors là aussi ça a été un petit peu accéléré, le film là dure 1 heure. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'à la périphérie des colonies comme ça, les colonies elles se déplacent, et en se déplaçant, comme elles sont très allongées, elles ont une certaine tendance à se mettre parallèlement les unes aux autres et à se monter les unes sur les autres, et ça crée un cristal photonique fabuleux qui crée ces magnifiques couleurs. Donc je repasse là-dessus. Voilà encore différents états. Vous voyez, à la périphérie, là c'est un peu désordonné. À la périphérie, vous avez vraiment des microcristaux photoniques. Puis alors, de temps en temps, vous avez un groupe comme ça qui décide de partir. Alors on a pris celui-là, on l'a figé dans un gel, et puis on a fait une coupe. Donc voilà des explorateurs qui quittent la colonie pour partir un peu plus loin. Et voilà les effets colorés que ça crée. Alors ça vous fait des magnifiques galaxies, on est dans le multi-échelle ici. Mais vous voyez qu'en coupe, c'est quand même relativement ordonné. Donc ça, ce sont les bactéries. Et vous voyez qu'il y a quand même un réseau à peu près hexagonal et presque parfait. Enfin, avec suffisamment du désordre, mais néanmoins avec le désordre ne gêne pas. Ça crée quand même ces magnifiques couleurs. Voilà, je passe au 3D, donc très classiquement, les curculionidae, les longicornes. Donc curculionidae, c'est les petits charançons, Antimus imperialis, comme son nom l'indique, c'est un des plus beaux. Voilà l'effet que donnent les écailles de ce petit coléoptère. Et quand on regarde chacune de ces écailles, vous voyez, chaque écaille est pratiquement un monocristal. Donc là, c'est intéressant parce que le désordre n'est pas à l'échelle microscopique. L'écaille est un monocristal, ça se voit là que c'est un monocristal. Chaque écaille donne une seule couleur. Donc ça veut dire qu'à elle toute seule, il n'y a aucun défaut là-dedans. Voilà, et puis si on regarde à l'intérieur, vous avez ça, quoi. Donc voilà, ça c'est le rêve de toute personne qui veut faire de la photonique, fabriquer un truc comme ça, c'est une structure d'opale inverse quasi parfaite.
On parlait de transparence tout à l'heure, et tu as parlé d'ailes de cigale. Alors, ailes de cigale sont transparentes, sont anti-reflets et sont hydrophobes. On est encore là en plein dans la multifonctionnalité. La transparence, c'est pour le camouflage, l'hydrophobie, c'est pour rester sec, et puis l'anti-reflet, c'est pour être encore plus transparent. Donc, c'est une des formes de camouflage, une bonne forme. On voit le support derrière, donc c'est parfait. Ça se trouve chez les papillons, bien sûr. Vous l'avez ici, ce beau papillon sur les relations de Kramers-Kronig, qui sont précisément celles qu'on utilise pour expliquer la transparence. Donc la transparence, c'est un jeu de grandeur. Hein. Vous avez votre objet ici, qui a un indice optique, avec une partie imaginaire qui absorbe. Donc si vous avez une onde qui rentre avec une amplitude E0, eh bien à l'intérieur du matériau, l'amplitude décroît et elle tend vers 0. Donc en fait, tout le jeu, si vous voulez être transparent, ben, il faut que l'épaisseur elle s'arrête là au lieu de s'arrêter là-bas, hein, tout bêtement. Voilà, donc c'est ce que font les insectes qui veulent, donc ça s'appelle l'épaisseur de peau, en gros la distance parcourue par l'onde, on peut l'appeler l'épaisseur de peau, puis vous avez l'épaisseur de la couche, donc ça va être un jeu entre les deux comme ça. Donc si vous voulez être très transparent, il faut être très mince, mais si vous êtes très mince, vous allez tomber sur un autre problème, c'est que si vous êtes suffisamment mince, vous allez faire des interférences, et donc il y a de la couleur qui va réapparaître. Donc trop de transparence finit par rendre visible. Et en voici quelques exemples qui ont été faits par cette équipe de chercheurs suédois en 2010. Donc voici une mouche qui a l'air toute bête avec des ailes bien transparentes, mais si vous la mettez sur un fond noir, voilà les couleurs qui apparaissent. Un autre exemple avec une guêpe cette fois-ci, non, une mouche encore, je crois, je ne sais plus, j'ai oublié de noter les noms, transparente sur un fond clair et puis colorée sur un fond. Alors, on pourrait penser que, bon, bah oui, c'est un accident, quoi, c'est trop mince, ça fait de la couleur. Ben, pas du tout, ces gens-là ont montré que c'était des motifs permanents, c'est-à-dire qu'ils étaient spécifiques, chaque espèce a ses couleurs, visible que dans ces conditions-là, et qu'en plus c'est sexué, que mâles et femelles n'ont pas les mêmes, mais que dans une espèce donnée, ils ont toujours ces mêmes motifs. Donc ce sont des vrais motifs colorés, mais non pas créés par des pigments, mais par une structure ici qui est l'épaisseur d'une membrane. Alors développer un anti-reflet, bon, c'est des choses qu'on trouve sur énormément d'insectes à ailes transparentes, donc la libellule par exemple. Le principe de l'anti-reflet, c'est que quand vous avez une onde qui tombe sur un dioptre ici, caractérisé par son indice, eh bien, le coefficient de réflexion, c'est Descartes qui l'a dit, ça vaut ça. Et vous voyez qu'en gros, il est proportionnel à la différence des indices entre le milieu et le milieu extérieur. Donc en fait, si vous voulez réduire le coefficient de réflexion, eh bien, il faut réduire cet écart. Donc les traitements classiques sur nos optiques à nous, c'est de rajouter des couches. Donc si je rajoute une couche ici qui a un indice intermédiaire, eh bien, je vais réduire le coefficient, etc. Alors, l'idéal, nous on fait des couches, ça pose beaucoup de problèmes, c'est des indices différents, donc des matériaux différents, ce qui veut dire qu'ils ont des coefficients de dilatation thermique par exemple qui sont différents, et avec les chocs thermiques, eh bien, ces couches se décollent. Donc c'est pas ça qu'on peut faire sur un satellite par exemple, donc on fait une surface structurée qui fait un gradient d'indice, c'est-à-dire tout bêtement des pointes comme ça, structurées, donc un indice très faible vers le haut des pointes et un indice qui va croître progressivement vers le bas des pointes, et c'est évidemment tous les anti-reflets développés dans la nature sont faits comme ça, donc ce qu'on appelle les Moss Eye Structures, que voici. Donc voici un œil d'une noctuelle, les omatidis ici, donc ce sont ces petits yeux à facettes. On commence à voir qu'il y a une espèce de structure en surface, et quand vous regardez de très près, voilà la dite structure. Donc là encore, on pourrait s'amuser à trouver, c'est un beau cristal photonique, ce n'est pas un monocristal, on peut voir des failles, des défauts cristallins dans cette affaire-là. Le voici vu par la coupe, donc vous voyez, la lumière arrive là-dessus, au début elle voit un indice relativement faible, et puis l'indice croît au fur et à mesure qu'elle grandit avec la proportion des deux matériaux, l'air et la chitine. Donc sur les objets transparents également, c'est le cas des cigales, dont voici la structure. Voilà, donc c'est un magnifique hexagonal, encore une fois. Alors, réfléchir la lumière, une autre forme de camouflage. C'est l'autre façon de faire. Le bon camouflage, c'est finalement se confondre avec le milieu environnant. Donc, ma foi, réfléchir le milieu environnant, c'est une bonne façon de faire. Donc ça, on connaît à quel point les coléoptères sont doués pour faire ce genre de choses. Donc là, je vais un peu vite. C'est un système multicouche. Simplement, il faut que
si toutes les couches ont la même épaisseur, elles vont réfléchir qu'une seule lumière, donc une seule couleur. Donc si vous voulez réfléchir du blanc, c'est-à-dire avoir un vrai miroir, faut avoir des couches d'épaisseur variable pour réfléchir. Ça s'appelle un miroir de Bragg. Et accessoirement, ce n'est pas bio-inspiré, le miroir de Bragg. Il l'a trouvé avant qu'on sache qui est ça chez les insectes. Donc la bio-inspiration, elle a ses limites, hein, donc ça réfléchit tout ça. Et vous voyez ici, si vous faites une coupe, vous avez des couches minces, très minces en surface, et vous avez des épaisseurs de couches qui grandissent au fur et à mesure que vous rentrez dans la cuticule. Faire tourner la lumière, ça c'est la polarisation circulaire. C'est des choses tout à fait passionnantes. Très étonnamment, j'en ai amené quelques-uns là avec les lunettes de cinéma, de vision tridimensionnelle du cinéma là, actuel, qui marchent comme ça en lumière polarisée. Et ça permet de voir quelles sont. Donc vous prenez dans un musée avec des lunettes comme ça fait bizarre, mais c'est intéressant. Et il y a des objets très colorés, vous mettez les lunettes, ils deviennent tout noirs, ça veut dire qu'ils polarisent circulairement la lumière. Alors, ces matériaux-là, donc le bon exemple, c'est Tonia orata par exemple, c'est que la cuticule, c'est des empilements de couches, mais ce sont des couches qui sont anisotropes. Ça veut dire qu'il y a un indice, il y a un indice élevé dans cette direction-là, et puis il y a un indice plus faible dans cette direction-là. Et pour des raisons vraiment mécaniques, cette fois l'optique n'a rien à voir là-dedans, pour faire quelque chose de vraiment rigide qui ne pourra pas se plier, eh bien d'une couche à l'autre ça tourne. Donc c'est un contreplaqué si vous voulez. Là, on dirait que la fonction primaire, c'est vraiment la mécanique, mais il se trouve que ça fait de la polarisation circulaire. Alors voilà Tonia orata, comme vous pouvez le voir à l'œil, et puis voilà Tonia orata quand vous le regardez à travers l'œil droit des lunettes de cinéma tridimensionnel. Toutes les couleurs ont disparu. Voilà. Accessoirement, ça c'est plus de la pédagogie, mais nous on n'est pas sensible à la phase des ondes. Or on apprend à nos étudiants que quand une onde se réfléchit sur un miroir, elle est déphasée de lambda sur 2. Alors comme ils sont très respectueux, en général ils nous croient, mais là ça se prouve, parce que j'ai mis un miroir ici entre les deux, donc ça c'est l'objet, ça c'est sa vision dans un miroir. Et bien, vous voyez que quand vous coupez la polarisation circulaire de l'objet, vous ne la coupez pas sur son reflet, et inversement. Et ça veut dire qu'à la réflexion, il y avait une onde qui était en avance, elle est passée en retard. Celle qui était en avance, ça faisait tourner à gauche, elle est passée en retard, elle tourne à droite. Donc on peut visualiser la phase avec une cétoine dorée. Ça, c'est de la bio-inspiration. Alors, comment ça marche, ces trucs-là? Il y a une façon assez claire de voir ça. C'est que quand vous avez un champ linéaire comme ça, vous pouvez toujours vous le représenter comme la superposition de deux champs qui oscillent comme ça. Prenez la projection et ça vous fait effectivement un truc qui monte et qui descend. Donc, quand j'envoie de la lumière, je vais dire par exemple de la circulaire gauche ici, elle va tomber sur cette structure qui tourne à gauche. Et bien, en fait, tout bêtement, ce qui va se passer, vous voyez le champ, et bien, en gros, il voit toujours la même chose, il voit toujours le même indice. Donc pour lui, il est tombé sur un matériau qui est homogène. Et s'il est tombé sur un matériau qui est homogène, ma droite de lumière, elle est parfaite. C'est une droite. Par contre, si l'onde maintenant tourne à droite, sur une structure qui, elle, tourne à gauche, eh bien, vous voyez ce qui se passe, c'est que le champ, alternativement, il va avoir un indice élevé, un indice faible, un indice élevé, un indice faible, etc. Donc, il voit un milieu périodique, et s'il voit un milieu périodique, ouverture de la bande de lumière, bande interdite, lumière qui est réfléchie. Voilà comment marche cette chose-là. On passe aux sources maintenant, donc les sources, voilà, les sources, les lucioles par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, donc les couleurs de la nuit, la bioluminescence. Donc là, le principe chimique, il y a des pros ici pour en parler, donc je ne le dirai pas. Ce qui m'intéresse, notre problème à nous physiciens, c'est de se dire, bon mais d'accord, elle fait de la lumière avec un rendement qui est extraordinaire d'ailleurs, mais nous, on a un problème. Moi, j'ai des LED, elles ont des rendements très bons aussi. Par contre, ma difficulté, c'est que de la faire sortir, cette lumière. Quand la lumière arrive à l'interface, sur ma LED, il y en a la moitié qui est réfléchie, qui ne sort pas. Donc, est-ce que la luciole a trouvé un truc pour optimiser l'extraction de lumière? Alors, la réponse est presque dans la question. Voilà comment est fait les anneaux luminescents bioluminescents d'une luciole. Vous avez des écailles, vous avez des écailles qui sont striées. Les écailles sont légèrement inclinées et vous avez des nanostructurations dessus.
à l'intérieur, donc ça c'est pour la surface, ça c'est l'organe luminescent. Donc en fait, à l'intérieur de l'organe luminescent, ben, vous avez des empilements de petites billes comme ça, et puis vous avez ces grands canaux qu'on voit ici, qui sont les canaux par où arrive l'oxygène. Hein, donc c'est une réaction qui est déclenchée par un apport d'oxygène. Et donc la lumière, vous voyez, elle est créée dans cette chambre-là, et avant de sortir, elle doit traverser ce milieu de nanobilles qui est monstrueusement diffusant. Qui porte un petit nom que j'ai oublié. Voilà le problème. Hein. Le problème, c'est que quand vous avez une source qui est à l'intérieur d'un objet, ben, quand la lumière arrive à la surface, dès que l'angle est un peu trop grand, ben, c'est la réflexion totale. C'est les lois de Descartes qui disent ça encore. Donc vous voyez que dans un objet comme ça c'est l'indice de la chitine. Hein. Donc si vous aviez une luciole avec un dioptre plan comme ça, eh bien en gros, elle ne sortirait, on l'a mesuré, que 47% de la lumière produite. Donc c'est visible, probablement pas le cas. Dans le cas de la luciole, l'angle critique vaut 40 degrés et voilà. Donc voilà ce que sortirait un dioptre plan. Donc ça c'est la lumière qui sort en fonction des angles. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse, aucune lumière qui est évacuée au-delà d'un angle de 40 degrés. Et on a fait, alors c'est du calcul cette fois-ci, on a simplifié un peu la structure de la luciole et on a calculé ce qui ressortirait. Ben, vous voyez que dans certaines directions, vous augmentez considérablement la lumière qui peut sortir. Alors, on est allé plus loin quand même, donc ça c'est un très beau travail d'une thèse qui a été faite à Namur. On a implémenté cette structure sur une vraie LED, donc une structure simplifiée, les écailles avec leurs stries dessus, et on a eu un gain à peu près 20%. Donc là, il faut rester modeste, si vous voulez. On a pris la plus mauvaise LED du commerce, qui avait un rendement minable, et on l'a augmenté de 20%. Donc en absolu, 20%, c'est 1% ou 2% seulement. Mais néanmoins, ça montre quand même qu'il y a des solutions là-dedans évidentes. La fluorescence, maintenant, donc c'est une combinaison pigment-structure. Donc vous avez ce magnifique papillon. Et vous voyez les deux aspects qu'il peut prendre selon que vous le regardez à une incidence relativement élevée ou selon que vous le regardez de dessus. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que ces deux couleurs ne sont pas de même origine. La couleur bleue, elle est clairement structurale, alors que la couleur jaune, elle est due à des pigments, et ce sont des pigments fluorescents. Donc voilà les écailles en réflexion, c'est-à-dire telles que vous les voyez en lumière visible, et voilà à quoi ils ressemblent si vous les éclairez dans l'ultraviolet. Donc c'est évidemment pas de l'ultraviolet qui est réfléchi ici, c'est de la fluorescence. Ça fluoresce dans le vert, hein, dans le vert jaune. Alors voilà la structure, voilà les écailles vues au MEB. Donc vues de l'extérieur, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des écailles striées comme il se doit. De plus près, ça devient plus joli. En fait, c'est une combinaison. Les écailles ont tendance à se rapprocher les unes les autres, deux écailles pour faire une strie en quelque sorte. Alors des fois, on a la chance de tomber sur des écailles, des stries qui veulent bien s'ouvrir comme ça donne cette magnifique chose-là. Mais la structure vue par le côté, c'est celle-ci. Donc vous avez des empilements de couches qui sont pratiquement verticaux, et c'est pour ça que ce reflet iridescent, vous le voyez à très forte incidence, parce que la lumière arrive comme ça. Et par contre, la lumière qui est émise par fluorescence, elle est plutôt guidée par les stries. Donc ça, c'est intéressant. La lumière qui vient de l'extérieur voit une structure photonique multicouche, et la lumière qui vient de l'intérieur voit une structure photonique guide d'onde. Et très étonnamment, les deux se superposent. Donc voilà la carte de la lumière qui est diffractée dans l'espace. Donc c'est un réseau, donc on a un ordre ici, l'ordre 0 ici, des ordres plus 1, moins 1 ici. Et voilà la carte de diffraction de la lumière qui est émise cette fois-ci, elle est dans la direction exactement perpendiculaire. Voilà, donc les deux sources partagent l'espace. Donc je vais pratiquement terminer là, c'est à peu près l'heure. Je vais revenir à la bio-inspiration. Quelle est la démarche ? Si on résume tout ça, on s'aperçoit que la nature, elle a développé des structures monstrueusement complexes, multi-échelles. On a des exemples de structures fractales sur plusieurs niveaux, pas 2, 3, 4 quand même, un vrai fractal. Des structures complexes avec extrêmement peu de matériaux. Hein, on a vu les quelques 6 matériaux organiques. Nous, côté industriel, on est presque dans la situation inverse. On a à notre disposition tous les éléments de la classification périodique, enfin tous les stables, on va dire, mais on n'aurait pas l'idée de construire une structure complexe, parce qu'on ne sait pas
si je demande à quelqu'un de faire un truc complexe, il va me dire, attendez, j'ai un truc complexe, je commence par où, je fais quoi, enfin, etc. Il va commencer par un truc simple, il va peut-être le complexifier progressivement. Donc voilà, la nature, elle est là, nous, on est là. Et donc, vous voyez qu'il y a un énorme champ ici qui s'ouvre à prendre les structures de la nature, une fois qu'on a compris à quoi elles marchaient, qu'on a vu quel intérêt on pouvait en tirer pour nos besoins à nous, qui sont les mêmes, c'est des besoins vitaux, on a besoin d'énergie, on a besoin d'être propre, etc. Mais nous, on ne sait pas faire ça, mais on sait faire ça, donc faire les structures de la nature avec des matériaux divers et variés, ça peut être la bonne idée. Donc tout ça peut se faire par exemple par réplication. Donc ce sont des travaux qui se font ici dans le laboratoire, entre autres, de Clément Sanchez, pour des réplications par des voies chimiques, et puis on peut essayer de faire des réplications par des voies physiques aussi. Donc il y a un exemple ici de réplication toute simple, c'est-à-dire là on a fait la réplication d'une surface seulement, donc ça c'est le plus facile. C'est un papilio Ulysse, hein, donc voilà les écailles. Alors on avait montré que ces écailles, outre qu'elles faisaient de la couleur, elles étaient hydrophobes, auto-nettoyantes, etc. Et donc avec Saint-Gobain, on a répliqué ça sur du verre à carreaux. Et voilà ce que ça a donné. Donc vous voyez qu'on a une belle empreinte ici, positive, hein, des écailles, et on a reproduit assez finement les ondulations des écailles. Après, on dépose une couche mince là-dessus pour la couleur, et vous avez votre aile de papillon colorée, hydrophobe, etc. Voilà. Bien écoutez, maintenant, j'en ai terminé. Il n'y a pas tellement de conclusions scientifiques à ça, mais plus je dirais des choses de fond quand même. La conclusion, la première, c'est que, bien sûr, la nature, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de la nature. Le palu, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, le sida non plus, c'est des choses qui sont dans la nature. Mais en même temps, elle donne souvent les solutions. Les solutions aussi sont dans la nature, donc il faut préserver le peu de nature qui nous reste, il faut la préserver. Ça veut dire l'observer. Oui, alors accessoirement, bon, le sang, je ne sais pas d'où il sort, mais enfin, c'est un nombre symbolique, mais il y a des espèces qui disparaissent tous les jours, je ne sais pas combien, et elles disparaissent avec leur trésor de technologies, de molécules et de choses comme ça. Il ne faut pas les perdre. Donc pour la préserver, il faut l'observer, aller sur place, essayer de comprendre comment ça marche. Donc c'est un travail de biologiste plutôt, mais enfin bon, tout le monde peut le faire. Comprendre, c'est plus dur, mais essayer. Et puis si on a compris comment ça marche, c'est déjà plus facile pour la préserver. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Deuxième conclusion, c'est qu'il faut aussi préserver les gens qui vivent dedans. Il y a encore des gens qui vivent dedans, et ce chiffre-là, lui, il n'est pas bidon. En 2 siècles, les populations amazoniennes ont décru de 99%. Or, ces gens-là ne connaissaient pas les molécules, si vous voulez, mais ils en connaissaient l'usage, par exemple. Alors maintenant, beaucoup de médicaments viennent des plantes amazoniennes, mais on les trouve maintenant. Ces gens-là le savaient, mais ils ne sont plus là. Voilà. Donc il faut aussi préserver ces gens-là. Et donc vous nous voyez ici, j'illustre tout ça, c'est quelques étudiants d'ici et de mon IUT qui sont en forêt amazonienne en train de collecter les quelques exemplaires que je vous ai montrés là, de jour comme de nuit. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.